Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple, épisode 5. Et dans cet épisode, on va déconstruire ensemble des idées reçues sur le célibat et la rencontre en général. Ouais. On vous a demandé sur Instagram un petit peu si vous aviez des idées par rapport à ça. Nous, on avait déjà construit une petite base d'idées et on a complété avec vos idées. Qui était très intéressant d'ailleurs, ça a permis d'avoir des discussions passionnantes avec vous. Donc on vous remercie chaleureusement pour ça. C'est venu alimenter notre réflexion sur ce podcast-là, sur cet épisode et aussi pour d'autres. Donc on va faire ça de plus en plus. Et on vous encourage à nous répondre quand vous avez des idées. Ou même à nous soumettre des idées ou à spontanément nous contacter. Alors la première idée reçue qui a pu se dégager, c'était il faut être entièrement bien avec soi-même avant de rencontrer l'autre. Ouais, je pense que ça c'est vraiment c'est peut-être le truc qui revient le plus souvent, quoi. Ouais. C'est cette injonction à être à l'aise avec soi, avec son corps, avec son esprit, pour pouvoir être ouvert à la rencontre. Même nous, dans le premier épisode, on parle de ça aussi. Ouais. Et donc il y a cette injonction-là qu'on fait pas mal. Oui, c'est vrai, je me souviens, on avait fait une vidéo sur le premier épisode, on disait on parlait de la nécessité de s'épouser soi-même avant de rencontrer l'autre. Ce qui n'est pas exactement la même chose que être entièrement bien avec soi. S'épouser soi-même, quand on épouse quelqu'un, on l'épouse avec ses défauts, avec ses, tu vois. Oui, alors que dans l'idée il faut être complètement bien avec soi-même, il y a cette idée qu'il faudrait avoir résolu. Qui est que du positif en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est cette idée-là qui va un peu avec cette idée du développement personnel, de la meilleure version de soi. Qu'il faut déconstruire, je pense, parce qu'elle peut avoir des conséquences très très néfastes pour l'individu, pour les gens. Parce que c'est vrai qu'on a tous des failles, personne n'est parfait, qu'on soit seul ou en couple finalement. Ouais. Et si on pense qu'avoir fait un travail sur soi avant, c'est suffisant pour rencontrer la bonne personne. C'est pas la seule chose à faire. Mais alors, moi, il y a un truc qui m'interroge beaucoup derrière cette phrase. C'est cette idée qu'en fait, il faudrait mériter la relation par un travail individuel, par un effort individuel. Tu vois cette idée ? C'est-à-dire, on se conçoit d'abord comme des êtres seuls qui doivent travailler seuls sur soi, genre être complètement bien avec soi, pour mériter la rencontre et le lien. Et en fait, moi, c'est cette idée-là derrière cette phrase qui me dérange le plus, en fait. Parce que déjà, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu, par exemple, ma rencontre avec toi. Moi, j'avais cette croyance pendant longtemps. Surtout qu'avant toi, j'ai eu 2 relations qui étaient dysfonctionnelles et pendant lesquelles, et qui m'ont même 3, en fait, parce que j'ai accumulé un peu des relations qui étaient dysfonctionnelles. Et donc, j'avais cette idée très forte qu'en fait, j'étais pas du tout prêt, en fait. Genre, quand je t'ai rencontré, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que j'allais vivre la relation qu'on a aujourd'hui, tu vois, depuis plus de 3 ans maintenant. Et en fait, j'étais dans cette idée et je me disais, mais en fait, je suis juste quelqu'un de brisé à l'intérieur et je pourrais pas rencontrer de personnes avec qui ça va bien se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, la rencontre avec toi m'a permis aussi de nourrir la relation que j'avais avec moi et de me pacifier à plein d'égards, en fait. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, je pensais qu'il fallait mériter par des efforts personnels la relation. Et en fait, c'est la relation qui m'a aidé à finalement me pacifier personnellement. Donc tu vois, en fait c'est inversé, c'est-à-dire l'individu d'abord puis le lien. Et en fait moi j'aimerais proposer la chose inverse, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de lien. Nous sommes par définition connectés les uns aux autres et on peut pas vivre sans le lien. Et on le sait, comme aujourd'hui en psychologie, la théorie de l'attachement, par exemple, montre que les bébés qui sont laissés à l'abandon dans les premiers âges de leur développement ont des retards psychomoteurs extrêmement importants et dans la plupart des cas, parfois peuvent mourir aussi. C'est-à-dire il y a un taux de mortalité infantile, c'est des trucs qui ont été montrés en psychologie clinique, c'est des
Carrément. Que en fait, un bébé laissé à l'abandon, il meurt. Donc en fait, on est des êtres de lien. On est constitué par le lien, on est fait pour le lien. Et cette idée qu'on serait juste des individus et qu'il faudrait mériter le lien par un travail solitaire, pour moi, c'est un peu un contresens complet en fait. Complètement. Et même, je trouve qu'on peut tomber aussi du coup dans ce truc-là d'être un peu trop installé et à l'aise avec sa solitude. Tu sais, on a souvent l'image de la independent woman ou du mec un peu solitaire et tout, qui s'est développé avec cette image-là. Et alors c'est super, tu vois, d'un côté d'être indépendant et tout, d'être bien avec sa solitude, c'est ouf. Et je pense que c'est quand même important de développer ce truc-là. Mais aussi, ça peut nous enfermer dans un certain confort, tu vois, qui fera même qu'après, quand on rencontrera quelqu'un, ce sera plus difficile de l'accepter dans notre espace aussi, je trouve. Je trouve que ce que tu dis, pour moi, ça renvoie à un truc, c'est cette espèce de masque de l'hyper-indépendant, c'est ça. Qui est l'autre visage du dépendant affectif, qui a besoin des autres pour exister. C'est ça. Et là, c'est en mode, je peux laisser personne s'approcher de moi. Et du coup, tu perds un peu aussi cette capacité à t'adapter à l'autre. Oui. À vivre avec l'autre, aussi, à être en lien avec l'autre. Quand tu es un peu trop auto-centré sur tes propres besoins, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est une idée c'est intéressant. Intéressante aussi. Et en fait, peut-être pour finir là-dessus, moi, j'aimerais proposer un truc qui est de dire, il n'y a pas l'individu d'abord, puis le lien, ou le lien d'abord, puis l'individu. Même si à plein d'égards, on peut avoir des arguments pour chacun de ces deux trucs-là. Mm-hmm. Mais en fait, j'aimerais dire que le lien et le développement individuel, le rapport aux autres et son développement individuel personnel sont deux choses qui avancent ensemble, sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de primauté de l'un sur l'autre. Les deux se construisent ensemble. Complètement. Parce que c'est vrai qu'aussi, si on n'a pas fait ce minimum un peu de travail sur soi et qu'on n'a pas du tout confiance en soi, par exemple, qu'on est en dépression, qu'on est vraiment pas bien, on risque déjà de s'enfermer, de se couper de l'autre. Et donc forcément, on va pas être à même de rencontrer l'autre. Non. Et on peut aussi attirer à soi la mauvaise personne, tu vois, qui va combler un manque, par exemple, et qui va créer une relation un peu malsaine, déséquilibrée, tu vois. Ouais. Il y a ce truc-là aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Les deux vont ensemble et les deux sont à construire ensemble. Je suis d'accord. Se nourrir soi et nourrir les relations avec les autres. Et donc, rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie en tant que célibataire que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un et que vous ne pouvez pas construire une relation qui soit une relation de long terme, saine, qui va vous nourrir profondément. C'est pas du tout incompatible. On aimerait vous déculpabiliser à 100% avec ça. C'est pas du tout ce qu'on a vécu, Anna et moi. Voilà. Donc, ça existe. Je suis d'accord. On peut passer au deuxième point. La deuxième idée reçue qu'on a notée, c'était se mettre en couple ne va pas résoudre tous vos problèmes. Ou plutôt l'idée reçue, c'est que se mettre en couple va résoudre tous vos problèmes. Voilà. On a beaucoup l'image du conte de fées ou de la comédie rom-com, tu sais, qui se termine pile au moment en fait où les protagonistes ils vont se mettre ensemble, ils vont s'embrasser ou quoi. Et en fait, on n'a pas la suite de l'histoire. Donc, en fait, je trouve que ça vient un peu nourrir l'image, cet imaginaire sur le couple, se mettre en couple comme étant une fin en soi pour régler tous les problèmes. C'est clair. Et en plus, ça se termine forcément bien à chaque fois dans les films. Et ça pose un vrai problème, je trouve, parce que on va trop idéaliser cette notion de couple et ça va inévitablement créer des attentes et faire peser une pression immense sur la rencontre. Exactement. Déjà, et ensuite sur la suite du couple, quoi, sur la suite de l'histoire. Et peut-être cette pression-là, parce qu'on parle de résoudre tous les problèmes. Moi, le problème que j'entends derrière, qui est un peu sous-entendu ici, c'est le problème, entre guillemets, de la solitude. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas enfin ne plus être seul. C'est ça. Et alors, j'ai eu une conversation avec une abonnée que je salue. Ça restera anonyme, hein, mais qui a nourri la réflexion sur la déconstruction de ce lieu commun, qui était hyper intéressante et qui me disait que en fait, la solitude et le fait d'être en couple sont pas deux choses qui s'excluraient. C'est-à-dire, d'abord t'es seul, puis t'es en couple, après t'es plus seul. Au contraire, ta capacité à fonder un couple solide dépend directement de ta capacité à accepter et à accueillir ta solitude. Parce qu'en fait, on est seul, tu vois. On vit, on est seul face à nos émotions. Alors on peut les communiquer, être entendu par l'autre. Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Mais quand tu vis un truc, même quand t'es en couple, l'autre il peut pas, il est pas dans ta tête en fait. Non. Il est pas dans ton corps, il ressent pas ta douleur. Il peut la comprendre, il peut l'entendre, mais tu restes seul. De toute façon, on meurt seul, on est seul. Enfin, un moment. Et il y a cette idée que, en fait, se sentir seul,
n'est pas exclusive d'être en couple. Il y a des gens qui sont en couple et qui se sentent seuls dans le couple. Ouais. Tu vois, on peut se sentir seul et pourtant être très entouré. C'est une expérience que beaucoup de gens font, tu vois. Donc ça vient appuyer cette idée que la solitude, c'est pas un problème à régler, c'est un fait à accepter et à accueillir. Et du coup, quand on n'accueille pas sa solitude dans la relation, ça peut donner lieu à 2 masques qui sont des masques opposés. Le premier masque, c'est le masque du dépendant affectif, c'est-à-dire c'est la personne qui va pas supporter vivre seule et du coup qui va être obligée en permanence de vivre les expériences à travers le regard des gens qui l'accompagnent. Donc d'être en permanence projeté à l'extérieur, d'être déconnecté de ses besoins et d'être complètement toujours à kiffer parce que les autres kiffent. Donc tu vois, être toujours centré sur l'extérieur. Donc ça, c'est le masque du dépendant affectif. Donc qui n'accepte pas sa solitude et qui fait dépendre son bien-être des autres. Et ça, on sait les conséquences très néfastes que ça peut avoir sur la vie de couple. Et le deuxième masque, c'est le masque de l'hyper-indépendant, qui est l'inverse de l'hyper-dépendant affectif. Ouais. Et l'hyper-indépendant, c'est celui dont on parlait dans le premier point. C'est celui qui va tout simplement être tellement auto-centré sur ses besoins et sur lui qu'il n'y a plus de place pour les autres dans sa vie, quoi. Ouais. Alors dans les relations, ça peut donner des gens qui sont un peu fuyants et qui veulent pas s'engager ou voilà. Ouais. Ouais. Et même dans le célibat, ça peut donner des gens qui peuvent avoir un souhait de rencontrer un partenaire, mais qui en fait vont pas pouvoir réaliser ça parce qu'il y a cette idée-là. Et donc en fait, c'est une solitude qui n'accepte plus les autres. Donc c'est une forme d'isolement en fait. Oui. Au final, oui. Et donc tout ça pour dire qu'en réalité, la gestion de la solitude, c'est un truc au cœur de ce que peut être le couple et même de ce que peut être un couple heureux. Donc penser que le couple va solutionner le problème de la solitude, c'est un contresens énorme et qu'il faut déconstruire pour moi en fait. Non, c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur la solitude. Après, c'est vrai que peut-être que les gens, quand ils disent problème, ils voient aussi d'autres trucs, tu sais, type des complexes, par exemple. Oui. C'est vrai que parfois, quand t'es avec la bonne personne qui t'encourage, qui te pousse, tu vois, franchement, tu peux grave reprendre confiance en toi, avoir moins de complexes, etc. Donc ça, effectivement, on le disait de toute façon dans le premier point, c'est vrai que ça t'a aidé aussi de créer du lien avec moi. Parce qu'on n'est pas parfait ni avant ni après être en couple. Et effectivement, se mettre en couple, alors ça va pas solutionner tous les problèmes, mais enfin, quand même, on peut le dire, ça aide aussi. Oui. Parce que l'autre est un miroir et du coup, ça permet aussi de grandir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça peut résoudre certains problèmes aussi de se mettre en couple. C'est vrai, mais il y a un truc de nuance. C'est dans ce cas-là, c'est pas le couple qui t'aide à résoudre le problème. Ouais. C'est la relation que tu nourris à ton couple. Tu vois ? Oui. Tu vois, le problème, c'est de voir le couple comme une solution extérieure qui va venir de l'extérieur te sauver. Oui, parce que ça pourrait être aussi avec un pote, tu vois. Tu peux grandir même avec un associé de travail, avec un frère, avec une sœur. Mais tout dépend de la posture que tu prends dans le couple. Si tu te mets en couple avec une posture, par exemple, de dépendant complet, qui va attendre de l'autre qu'il le sauve ou quoi que ce soit, en fait... Là, tu vas rien solutionner. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une question d'aller dans le couple avec une logique de responsabilité, de don de soi, de quelque chose de conscient, tu vois, qui a envie de construire, d'être là, d'être présent à soi, à l'autre. Voilà, c'est cette idée-là. Quoi. Et tu parlais du coup des masques qui peuvent ressortir, tu vois, quand tu te mets en couple. On peut en noter d'autres aussi. Je trouve que le couple, parfois, si c'est pas vécu comme tu l'as dit, ça peut aussi faire ressortir des parts d'ombre aussi de nous, tu vois, type genre la jalousie. Je sais pas, la comparaison, la manipulation, le chantage affectif, l'agressivité aussi parfois, tu vois. Exactement. Qui sont autant de parts d'ombre qui peuvent ressortir quand tu te mets en couple aussi. C'est clair. Et que t'avais pas vu avant. C'est clair. Ouais. Je trouve que ça peut, Ouais, carrément. Ça peut jouer aussi. Donc finalement, dealer avec l'autre, c'est pas comme dans les films, où en fait les problèmes, ils finissent toujours par se résoudre sans trop grands efforts. C'est un travail pour lequel on n'est jamais vraiment préparé, pour lequel on n'est jamais vraiment prêt finalement. Ça nous amène au troisième point, qu'il existerait un bon timing pour la rencontre. Ouais. Oula, je dis, ça aussi, c'est un gros morceau. Moi, je dis en tout cas, pour moi, non, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt au final à ce qui nous arrive en général dans notre vie. Donc, je pense pas qu'il y ait de bon timing. On peut pas savoir à l'avance comment les choses vont se dérouler. Peut-être préciser un peu ce qu'on entend par bon timing.
moi, par exemple, il y a un truc, je parle de mon expérience personnelle. Moi, je t'ai rencontré littéralement quelques semaines après avoir rompu avec, après m'être fait larguer d'ailleurs, plus ou moins, par mon ex. Et j'avais cette croyance qu'en fait, tu sors d'une relation, tu peux pas retrouver une relation tout de suite bien, tu vois. Et donc c'est un exemple de mauvais timing entre guillemets. Mais en fait, c'est pas le cas puisque c'est-à-dire c'était le timing de relation que j'ai avec toi, c'était peut-être le plus mauvais timing que tu peux imaginer, parce qu'en plus c'est une relation qui était extrêmement difficile, dont je suis sorti épuisé. Donc tu peux te dire de l'extérieur c'est genre le pire timing du monde, sauf qu'en fait là la relation que j'ai avec toi c'est la plus belle relation que j'ai eue de ma vie, tu vois. Donc en fait pour l'instant tu sais pas de quoi est fait le. Non mais je rigole. Tu vois, enfin si, non c'est déjà le cas parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et qu'avant j'ai eu des relations que de 1 an et demi quoi, je le sais, c'est déjà le cas, il y a pas de. Et donc voilà, et donc en fait pour moi ça revient ce truc d'avoir un bon timing, ça revient à un truc de contrôle en fait, ça revient à se dire que on pourrait contrôler les éléments qui vont permettre de rencontrer l'autre. Tu vois, il faudrait un bon timing, il faut que ce soit comme ça, il faut que j'ai résolu ça, il faut que tu vois même moi je me disais tu vois, j'avais cette idée inverse du coup de toi tu sortais d'une relation, t'en avais eu plusieurs avant, moi c'était l'inverse. Tu vois, j'avais jamais eu de relation et du coup j'étais aussi un peu dans ce truc là de je tombe pas tout de suite sur le bon, tu vois. C'est pas possible. Tu vois, il y a aussi ce truc-là de il faut avoir eu des expériences avant et tout, et si on est vierge de toute relation, on va pas tomber sur le bon tout de suite. Enfin, c'est pas le timing. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et alors qu'en fait, ça nous a démontré le contraire, tu vois. Genre, moi, j'avais pas eu de relation avant toi, et justement, peut-être aussi le fait que j'avais pas eu de relation, peut-être qu'aussi j'étais plus prête à. Enfin, même si j'ai dit juste avant, je me contredis parce que j'ai dit juste avant qu'on n'était jamais prêts, mais disons que comme j'avais pas eu de relation, j'avais peut-être envie d'expérimenter aussi des choses et j'étais ouverte du coup, et j'avais pas de passif, j'avais pas de trauma émotionnel ou lié à des relations passées, et du coup peut-être qu'aussi j'étais peut-être plus ouvert à ce moment-là à la rencontre et à l'excitation, tu vois, des débuts et tout. Et en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Alors là vous avez deux exemples de timing qui semblent opposés et qui semblent pas bons a priori, et qui en fait ne disent rien du tout sur la qualité de la relation que tu peux construire derrière. Donc, tout à fait. Oui, et il y avait une idée que je voulais développer justement par rapport à cette idée de chercher absolument le bon timing. Je trouve que derrière le sous-entendu c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du contrôle, de vouloir absolument contrôler les paramètres de la rencontre. Il faudrait que je sois célibataire depuis un petit bout de temps, mais pas trop longtemps non plus. Il faudrait que j'ai résolu tel problème avec moi-même, mais pas trop non plus. Enfin, il y a cette idée qu'il faudrait contrôler les paramètres pour rencontrer l'autre. Or, je trouve que la rencontre, vraiment, les plus belles rencontres qu'on peut avoir nous prennent toujours un peu de court. C'est toujours, les plus belles rencontres sont toujours quand on découvre quelqu'un qu'on s'attendait pas à rencontrer, quand on est surpris soi-même aussi par l'effet que peut avoir la rencontre avec cette personne. Donc il y a la belle rencontre, la grande rencontre, elle est dépendante d'un espace à l'intérieur de soi où on laisse justement l'inattendu, l'imprévu arriver. C'est cette idée-là. Et du coup, avoir cet esprit de contrôle, de vouloir absolument avoir la main mise sur des paramètres et sur des critères, sur des choses comme ça, on réduit cet espace à l'intérieur de nous qui est disponible pour la rencontre. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que pour vraiment rencontrer l'autre, il faut abandonner les questions de timing. Alors évidemment, il faut aussi s'écouter. Hein. Parfois, il y a des moments où on a besoin d'être seul, on a besoin de rester plus chez soi. C'est pas ça le problème. Mais c'est plus de mettre le doigt sur cette volonté de contrôle qui peut être néfaste et qui voilà. Et souvent, du coup, je trouve que ça nous amène aussi au point d'après, qui est l'idée reçue numéro 4. Ouais. Il ne faut pas chercher, ça te tombera dessus quand tu t'y attendras le moins. Ouais. Ça revient, c'est revenu assez souvent aussi. Oui, c'est clair. Et du coup, on est pareil, comme tu disais, sur cette histoire de timing, un peu de destin. Alors, c'est vrai que si on y croit, ça peut être un moyen, du coup, de lâcher prise, comme tu l'expliquais, de faire confiance en la vie et en ce sens de plus manifester cette notion de manque dans sa vie. Ou de contrôle, mais vouloir et de contrôle, voilà. Ouais. Et du coup, d'attirer à soi ce qu'on manifeste, c'est-à-dire le manque, finalement. Et du coup, d'attirer finalement pas les bonnes personnes ou personne. Et du coup, oui, c'est intéressant ça, mais en même temps,
Je dirais quand même que je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là, parce que aussi ça peut laisser penser que on est comme dans des contes de fées. Et moi j'y croyais, hein. Personnellement, j'étais vraiment là-dessus, tu vois. Et je me disais, si ça vient pas, je vais pas chercher. Je cherchais même pas au final. Et du coup, ça peut aussi prôner une position un peu de passivité, tu sais, où t'es là et t'attends. Mais en fait, si t'attends et que tu fais rien, il va rien se passer, tu vois. Enfin, ou alors ça peut arriver, mais c'est un cas sur 1 million, tu vois. Mais c'est là où c'est subtil, parce que je parlais tout à l'heure de lâcher prise par rapport au contrôle. Ouais. Et en même temps, en fait, peut-être que ce truc d'être disponible à la rencontre, de se rendre disponible à la rencontre, c'est un subtil mélange. C'est ça. De quand même provoquer des opportunités. C'est ça, exactement, voilà. Et en même temps, se laisser traverser par la vie, par les émotions, par l'écoute des besoins, et avoir cette attitude de cultiver un espèce de juste milieu entre une forme d'activité et de passivité. C'est ça. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'il peut y avoir que la beauté de la rencontre peut se manifester. Et moi, ce que je trouve qu'il y a derrière cette phrase, il faut pas chercher, ça te tombera dessus. J'y vois un truc qui est en lien avec la loi d'attraction. Cette idée que la loi d'attraction, c'est tu manifestes ce que tu rayonnes à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si tu rayonnes le manque, tu vas manifester le manque, tu vas attirer le manque. Si tu rayonnes le plein, tu vas attirer le plein. Mais déjà, cette loi-là, elle peut avoir des conséquences un peu néfastes, et j'y vois une espèce de déformation de cette loi-là, dans ce truc de ça va te tomber dessus. C'est une espèce de fausse passivité qui, en même temps, a envie de rencontrer, en mode secrètement, j'ai très envie d'avoir une rencontre, mais en même temps, je cultive une passivité parce que j'ai entendu que si jamais j'étais à la cool, ça allait se passer. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, et un peu new age, et qui peut être un peu dangereux, voilà, parce que en fait, la réponse, elle est pas dans le je suis totalement open et je fais rien, et elle est pas non plus dans le je suis totalement en contrôle et d'ailleurs ce sera le point d'après, je pense. C'est le point d'après. Voilà, c'est vraiment un subtil mélange entre ça, encore une fois, c'est-à-dire d'activité et de passivité, de masculin et de féminin, si on le prend en termes symboliques. Tu vois, de laisser ces deux énergies nous pénétrer l'une après l'autre, et voilà quoi, et être fluide par rapport à ça. Ouais. Et on en vient du coup, on a un peu teasé, mais au point numéro 5, qui nous dirait que multiplier les dates serait le meilleur moyen de se mettre en couple. Ouais. Ça, c'est l'extrême inverse du coup du côté passif, on est ultra actif. Ouais, c'est ça. On en a un peu parlé du coup dans l'épisode 1, donc allez l'écouter si vous voulez en savoir plus. Mais globalement, on expliquait que... sur le paradoxe du choix. C'est ça, que à vouloir trop dater aussi, on peut se mettre face à un trop plein de choix, et du coup après on n'est pas satisfait en fait. Ouais, et il y a un lien là-dedans aussi avec l'aspect d'hyperconsommation. Ouais. C'est-à-dire on vit dans l'illusion que en multipliant ces options, et c'est facilité aussi par un marché de la rencontre via les applications en ligne et tout ça qui est devenu florissant, où on monnaie la rencontre. Et c'est devenu très facile de se dire qu'on va multiplier ses choix et qu'on va se mettre dans la bonne disposition pour rencontrer la bonne personne, entre guillemets, en faisant ça. Ouais. Mais en fait, on avait vu justement dans l'épisode là, je pense que c'est le moment peut-être de le rappeler, cette idée en psychologie du paradoxe du choix. Barnett Newman, je crois, qui a écrit un livre à ce sujet-là, et qui montre que en fait, plus on a de choix, moins on sera satisfait du choix qu'on fera. Et ça peut même mener à des tendances liées à du perfectionnisme maladif, à une forme de culpabilisation de ne pas trouver la chaussure à son pied. Et que en fait, le bon choix, ce serait d'avoir le choix entre 6 options possibles, je crois. C'était ça le nombre. Ouais, dans l'étude en tout cas. Dans l'étude, mais c'est entre 3 et 6. Voilà, c'est quelque part là-dedans. Et en fait, quand on est confronté à plus de choix que ça, et souvent quand on date beaucoup parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on est confronté à beaucoup plus de partenaires que de ça. On commence à rentrer dans un mindset qui n'est plus dans la rencontre, justement ce qu'on disait, cette attitude de laisser la rencontre advenir et être surpris par elle, mais on est dans une logique un peu froide qui va comparer les profils les uns avec les autres en fonction de critères, et qui va finalement être dans une logique de consommation. Et qui est antithétique par rapport à la notion de rencontre dont on parlait justement, qui est la surprise justement. Et voilà, et en ce sens-là, multiplier les dates, c'est pas non plus
Alors peut-être pour certaines personnes ça peut leur convenir, mais ouais, je sais que moi par exemple j'ai fait quelques dates avant de te rencontrer quand même, ouais. Mais c'était juste sérieux, c'est globalement resté à l'état de date, et pas plus quoi. Et c'est vrai que moi je sais que ça m'a aidé quand même à prendre confiance en moi, tu vois, genre je savais pas que je pouvais plaire, je savais pas voilà tout ça. Et franchement me confronter à des mecs, moi ça m'a aidé. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on parle de multiplier, donc ouais, là c'est un peu différent. Tu vois, là c'est différent. On est plus dans les 3-4 dates, 5 dates, on passe dans vraiment peut-être certaines personnes qui vont multiplier quoi, et qui vont être serial dater comme tu disais. Ouais, et qui vont être toujours à l'affût d'un potentiel partenaire, mais en fait, voilà, encore une fois, le potentiel partenaire, c'est la négation du vrai partenaire. Ouais. Voilà, parce que le potentiel partenaire, c'est toujours c'est une espèce d'ectoplasme qui devrait remplir plein de critères, mais en fait la rencontre elle échappe toujours à tes critères. La belle rencontre c'est quand t'es surpris par l'autre, encore une fois, donc voilà. Ouais, ok, mais je pense qu'on a fini avec ce point là. On va passer au point numéro 6, qui nous dit: il faut absolument rencontrer la bonne personne, la personne idéale. Voilà. Et d'ailleurs je nous ai entendu dire bonne personne plusieurs fois ici. Mais là, c'est plus à prendre au sens... là, genre avec un grand L et un grand A. Et qui est popularisé dans les trucs New Age qu'on entend beaucoup aujourd'hui par la notion de flamme jumelle, d'âme sœur. Il y aurait une personne ou deux... Il y en aurait qu'une déjà, je pense que c'est faux. Et il faudrait la rencontrer tout de suite, quoi. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, il faudrait la rencontrer tout de suite, au prochain date, quoi. Et déjà, ça met une pression de ouf. Ouais, ou parfois même aussi la position inverse qui serait de dire en fait si c'était pas maintenant, c'est pas maintenant, ce sera dans 10 ans. Il est dans une position de passivité complète. Enfin, ça peut avoir vraiment des conséquences qui sont pas bonnes. Et aussi on peut idéaliser ce que serait la flamme jumelle, et du coup on va créer des attentes, quoi. À condamner toutes les relations que tu vas avoir direct dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien en fait. C'est ça. Et la bonne personne, comme on le disait avant, c'est pas forcément déjà aussi la personne qui remplit votre liste de critères de départ, quoi. C'est clair. Ça aussi, il faut le dire, tu vois. C'est clair. Donc tu te dis c'est la bonne personne et tout. En fait, tu peux pas le savoir tant que t'as pas vécu un minimum de choses avec elle. Et aussi la bonne personne, c'est celle qui, moi je dirais, c'est le plus important, c'est celle qui est bonne pour toi à ce moment-là, à l'instant T en fait. C'est celle qui va t'apprendre des choses sur toi à l'instant T. Que tu restes 10 ans, 5 ans, une nuit avec elle, tu vois. Moi, je trouve que c'est surtout ça la bonne personne, et on a trop tendance à l'oublier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour aller plus loin dans cette idée-là, je dirais que la bonne personne, c'est pas la personne parfaite pour toi dans l'absolu, c'est la personne qui va avoir autant d'envie et d'énergie que toi pour faire marcher la relation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce Donc que tu veux on passe dire. d'une perspective à une personne qui remplit des critères de compatibilité absolue, qui serait compatible avec moi dans l'absolu, à la personne tout simplement avec ses défauts, avec ses ombres, qui va tout simplement par contre avoir l'envie profonde que ça marche avec toi. Celle qui veut prendre des risques tu vois. Risque de te briser le cœur, tu vois. Ça peut aussi être la bonne personne, tu vois. C'est celle qui va prendre des risques, quoi. Ouais, exactement. Qui va vouloir se lancer dans cette aventure et y mettre cette énergie. Ouais, c'est ça, exactement. Alors peut-être que cette personne, elle sera pas tout le temps là dans votre vie, mais en fait, c'est pas grave. Il peut y avoir, comme on disait sur les âmes sœurs, déjà, c'est une notion un peu spirituelle, très à la mode en ce moment. Ça, c'est une injonction un peu dure, quoi. Et puis il y en a pas qu'une, ça se trouve il y en a plein, et puis on sait même pas si ça existe, cette histoire-là, tu vois. Moi j'y crois un peu, mais je veux pas me rentrer ce truc-là dans la tête, parce que après on sait pas de quoi est fait la vie, tu vois. Je sais pas ce qui peut arriver dans notre couple, et aussi laisser la place au doute. Je pense que c'est important. Je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode de ça, parce que je trouve que c'est une notion importante. Ne pas se dire c'est l'homme de toute ma vie. En vrai, je sais pas. Pour l'instant, je sais que c'est vrai maintenant, mais toujours avoir ce doute-là. Et si je m'enferme de ce truc, dans ce truc-là de toute façon t'étais le seul, bah après je serais hyper malheureuse si la vie nous sépare, tu vois. Je le souhaite pas, mais on sait pas en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est ça. C'est juste pour terminer mon truc là, c'est que il peut y avoir ce truc là de réussir aussi. Derrière trouver la bonne personne, c'est que t'as réussi en amour. Tu vois, et c'est une injonction énorme, tu vois. Et en fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec en amour. Il y a juste des expériences qui te font grandir, qui te font évoluer. Et
et c'est ça en fait. Donc on va arrêter de se mettre la pression pour rencontrer la bonne personne tout de suite. Toutes les personnes que vous avez rencontrées ont été des bonnes personnes Exactement. pour vous à l'instant où ils étaient avec vous, quoi. C'est que vous aviez besoin de rencontrer ces personnes. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut... Ouais, je suis tout à fait sais d'accord. Si t'as d'autres idées par rapport à ce point-là. T'as plié le game, là. Mais ouais. Parce que c'est quand même que je sais. Non, mais ok, je pense qu'on a dit un peu tout par rapport à ce point-là. Ouais. On va pouvoir passer au dernier point. Idée numéro 7, qui serait avoir les mêmes centres d'intérêt et les mêmes opinions est le critère principal chez l'autre, quoi. Ouais. En gros. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Je te laisse commencer. Je pense que, alors, avoir les mêmes centres d'intérêt que l'autre, dans une certaine mesure, c'est positif. Tu vois, nous, on partage clairement plein de centres d'intérêt. Ouais. Notamment, on peut dire la musique. La musique. Pas mal. Aussi le développement personnel, la psychologie. Le développement personnel, ouais. Il y a plein de choses qu'on partage, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir en parler et tout ça. Donc, moi, c'est plus sur le... C'est pas un problème en soi d'avoir les mêmes centres d'intérêt que la personne avec qui tu es ou que tu recherches, évidemment. Ça devient un problème quand toute ta quête devient centrée sur ça et aussi sur la notion d'opinion, d'avoir les mêmes opinions que la personne. Je trouve qu'il peut y avoir un danger qui est que, encore une fois, c'est la critérisation de l'autre. Oui, le fait de dire que c'est le critère principal. Ouais. Ça peut être un truc cool, tu vois, d'avoir les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes opinions que l'autre, mais ça doit pas être le truc que tu recherches absolument chez l'autre, tu vois. Ça doit pas l'être au sens où ça peut l'être, évidemment, et il y a des gens pour qui ce sera le cas, mais le danger, je dirais, c'est pas tant que ce soit un des critères principaux, ou voilà, c'est plus de trop s'identifier à ses opinions, en fait. Parce qu'on a tendance dans notre société à s'identifier complètement à nos opinions. Tu vois, et ça, c'est rendu aussi possible par les réseaux sociaux et le phénomène de bulle de filtre, où en fait, t'es plus confronté à des opinions autres que celles que t'as déjà sur les choses, que ce soit politique ou dans plein d'autres niveaux. Et du coup, on te met que du contenu dans la tête qui va dans ton sens et qui justifie ton système de croyance. Ouais. Et du coup, ça peut créer cette idée que la façon dont tu vois le monde, dont tu perçois le monde, c'est la façon de voir le monde. Et genre, tu t'identifies avec ça. Tu reconnais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient voir autrement, mais tu l'acceptes pas tant que ça parce que tu fais que baigner dans un monde où tout te valide dans tes croyances. Et du coup, tu peux tellement t'identifier à ça que finalement, il y a plus d'espace là. Encore une fois, c'est un moyen de plus laisser d'espace à la rencontre parce que en fait. Voilà, parce que si derrière la rencontre il y a uniquement des critères, il y a uniquement une opinion qui va devenir un peu le centre névralgique de ce à quoi tu t'identifies toi et ce à quoi tu identifies l'autre, il y a plus de place pour laisser l'autre t'émerveiller, te surprendre tu vois, parce que l'autre t'échappe toujours en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes opinions que la personne d'en face, mais tu vas toujours trouver chez l'autre, chez deux personnes avec la même opinion, des choses profondément différentes dans les besoins, dans la façon de vivre, à plein de niveaux, qui vont complètement déborder cette notion d'opinion et donc il y a un danger pour moi vraiment à s'identifier trop profondément à l'opinion et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font trop ça en fait. Totalement d'accord. Ouais. Et alors oui, bon, ça peut rapprocher, ça c'est clair, mais en fait c'est pas suffisant. Ça peut créer vraiment une illusion en fait, que t'es la même personne que l'autre, que vous êtes parfaitement compatibles, etc. Alors qu'en fait c'est juste dans les opinions. Mais quand tu creuses un peu, il y a pas vraiment de choses où vous êtes en accord, si ce n'est dans vos opinions, mais ça suffit pas, tu vois. Et aussi, je trouve que on peut aussi ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt aussi et s'entendre hyper bien, tu vois. Pourquoi pas ? En vrai, moi je le vois avec mes parents, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt spécialement. Et pourtant, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils sont en couple, tu vois, qui sont mariés, qui ont eu des enfants et tout. Et ça continue de se passer hyper bien. Mais en fait, là, ce qu'il faut développer, du coup, et même en général, dans la vie, c'est laisser la place à l'autre d'avoir ses propres idées aussi. Tu vois, l'accueillir dans sa singularité, comme un être qui peut avoir aussi ses propres opinions. Ça, c'est quelque chose à développer en couple, mais pas uniquement, tu vois, dans la vie en général. S'entourer aussi de gens qui sont pas forcément d'accord avec soi. Je trouve que c'est ce qui fait grandir et ce qui nous ouvre un peu à d'autres opinions que voilà.
Et ce qui est intéressant, moi j'aimerais peut-être faire un petit détour par la philosophie pour parler de ce que c'est que l'opinion. La racine latine du terme opinion, c'est opiniare, je crois, opinari, pardon. Ça renvoie au champ lexical de la croyance, et ça vient aussi du grec doxa, qui est un concept qui a été beaucoup utilisé en philosophie. Et en fait, la doxa, c'est souvent considéré comme le plus bas degré du savoir. C'est-à-dire c'est une croyance qui n'a pas subi l'examen critique approfondi de la raison. Et donc, et du coup, des avis divergents, quoi. Et aussi des avis divergents. Et c'est la raison pour laquelle il existe un savoir philosophique chez Platon, par exemple, mais ce savoir philosophique est toujours paradoxal, en ce sens que il doit se heurter à l'opinion adverse. Ouais. Pour pouvoir mûrir et pour pouvoir grandir. Et c'est tout l'art des dialogues de Platon, de se confronter à l'opinion inverse pour arriver ensemble, par le dialogue justement, à une notion plus haute de vérité, et justement par le lien et par l'ouverture et par le fait de pouvoir discuter avec l'autre. Souvent, nous, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est quand on discute, quand t'es confronté à l'autre, à ses idées, etc., que tu peux modifier tes idées ou pas forcément, hein. Peut-être que l'autre va pas te convaincre. Et en fait, c'est pas le but de convaincre l'autre aussi quand t'es en couple, tu vois. Si tu veux absolument imposer êtes idées à l'autre, au final, c'est pas sain, je trouve, parce que ça veut dire que tu l'acceptes pas aussi. Et ça veut pas dire que vous êtes pas d'accord sur plein d'autres sujets qui font que la vie est belle à deux, quoi. Ouais. Et il y a un truc par rapport à l'opinion aussi, je voulais terminer là-dessus, c'est que doxa en grec renvoie aussi donc à tout le champ lexical du paraître et du coup de la gloire. Je crois qu'une des définitions du mot doxa en grec, c'est gloire. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, Platon, à travers le personnage de Socrate, du coup, pointe du doigt les sophistes qui utilisent l'opinion non pas dans une logique de la confronter à l'altérité des autres, pour grandir et aller vers la connaissance, vers une connaissance plus haute qui passerait par le lien. Mais il les accuse justement d'utiliser l'opinion, la doxa, à des fins personnelles de gloire. Et c'est connecté avec ce qu'on disait, parce que, en fait, l'opinion, il y a cette idée que quand on est trop attaché à ses opinions, en fait, il y a quelque chose de très égotique là-dedans. On s'identifie à ça et on utilise ça pour se faire briller, en fait, pour peut-être finalement pour avoir raison sur le monde. Alors, c'est cette idée de gloire, il y a ça derrière. C'est cette volonté d'avoir raison à travers l'opinion. On veut avoir raison contre les autres. Ouais. Tu vois ? Il y a ce truc-là d'ego. Ouais. Alors que de facto, on le voit bien quand on est en relation, il faut savoir mettre son ego de côté aussi. Ouais. Je vois le lien qu'il peut y avoir avec ça aussi. Tu vois ? Ouais. Si t'es pas capable de remettre tes idées en question dans la vie en général, tes opinions, etc., ça va être dur de trouver quelqu'un qui, toute sa vie, sera d'accord avec toi. Ouais. Parce que c'est pas le cas, en fait. Ouais. Nos idées, elles changent en fonction du temps. Donc, il faut aussi être capable d'être modulable, quoi. Ouais. De pouvoir changer aussi, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que c'est... Juste pour terminer, tu as dit sophiste à un moment. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est sophiste. Les sophistes, en gros, c'était ces gens qui utilisent, dans la Grèce antique et qui continuent d'exister aujourd'hui, qui utilisent le langage de façon faussement universelle, tu vois, et qui en fait servent des intérêts personnels. Donc la figure du politicien, par exemple, qui va venir sur les plateaux télé te parler, utiliser des grands mots et qui en fait en réalité dans les faits va servir des intérêts qui sont pas ceux du peuple. Et en fait c'est du sophisme. Okay, c'est ça le sophisme. Ok. Voilà. Et c'est une figure qui revient énormément dans les dialogues de Platon, où tu as cette figure du sophiste qui est sur la place commune à Athènes comme ça et qui est un peu l'ancêtre des populistes d'aujourd'hui, quoi. Tu vois. Et ouais. Ok, bon je pense qu'on a terminé du coup pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus léger. On avait un peu moins préparé pour cet épisode, mais j'espère qu'on n'a pas oublié trop de choses. Dites-nous en commentaire, en message privé, si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Sur le compte Instagram. Sur le compte Instagram @lavoixdoucouple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre 5 étoiles au podcast aussi. Oui. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Oui. Ciao. Ciao.